Bonsoir, je suis Bruno Bourgeon, néphrologue, éthicien, épidémiologiste, immunologue. Voilà, quelques petits titres. J'ai des liens de conflits d'intérêts, j'ai des conflits d'intérêts, j'ai des liens d'intérêt avec différents laboratoires. Tous font du matériel de dialyse, aucun ne participe à l'activité infectieuse, donc aucun ne fabrique des médicaments ou des vaccins. Je n'ai donc pas de conflit d'intérêt avec les entreprises du médicament de la Covid. Je vais vous poser une question. Qui était là ce matin? Ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait un tout petit peu trop pour que je recommence ce que j'ai dit ce matin, donc je ne vais pas le faire. C'est pas grave, la répétition. Mais bon, si je recommence, vous allez passer à côté de la fabrication du consentement. Ah, c'est important, la fabrication du consentement. Connaissez-vous Édouard Bernays? Qui connaît Édouard Bernays? Il y a plein d'intellos ici, au moins 3. Fantastique. Édouard Bernays, c'est le neveu de Sigmund Freud. Qui connaît Sigmund Freud? Ah, tout de même, bon, je préfère. Eh bien, Édouard Bernays, c'est aussi le grand-père d'un monsieur qui s'appelle Marc Randolph. Qui connaît monsieur Marc Randolph? Ah, plus personne. Eh bien, c'est le patron de Netflix. Alors, Édouard Bernays, c'est celui qui a inventé la publicité dans un livre de 1928 qui s'appelle Propaganda et qui a aidé à l'avènement du nazisme en Allemagne, puisque Hitler et les nazis se sont largement inspirés de ces théories, et qui a permis l'essor des 30 Glorieuses au travers de la publicité, et puis naturellement, comme il fallait de l'argent, du crédit à la consommation. Donc c'est comme ça que ça a démarré les 30 Glorieuses, grâce à M. Bernays. C'est un type un peu méconnu dans l'histoire du monde, et pourtant, je ne lui rendrai pas hommage. Marc Randolph, donc Netflix. Qu'est-ce qu'il nous dit, Édouard Bernays, sur la pensée d'une foule? Il nous dit qu'une foule n'est pas pensante, qu'il ne craint pas la pensée d'une foule parce qu'elle n'existe pas. On peut manipuler la perception de la réalité d'une foule en lui faisant percevoir une autre réalité. Alors, quelle est la façon de faire? De plus en plus, c'est moderne, vous avez, tiens, Netflix, quel hasard. Les télés, les séries, les émissions, tout ceci sont là, toutes ces choses-là sont là pour vous distraire. Pour vous distraire, et si on reprend l'étymologie du mot distraire, c'est qu'on vous trait à côté, on vous tire à côté, on vous tire sur une autre réalité. Et de ce fait, la distraction vous installe dans un état d'hypnose. Votre esprit critique s'est envolé, on prépare le terrain. Quand l'heure sera venue, à quoi? On va essayer de voir ça ensemble. C'est le premier point de la fabrique du consentement, c'est la distraction. Le deuxième point, c'est créer un problème pour mieux le résoudre. Alors tout ce que je vous raconte, ça a été analysé par Noam Chomsky. Qui connaît Noam Chomsky? Ah, là on sent qu'on est à gauche quand même. Et bien que ça a été analysé par Noam Chomsky, donc à partir des travaux d'Édouard Bernays. Donc créer un problème pour mieux le résoudre. C'est la stratégie du chaos de Madame Naomi Klein. Oh, j'ai plus rien à faire, au revoir. Convaincre que les habitudes ne sont pas les bonnes et résoudre le problème en créant ce chaos. On va reparler dans un point suivant. Par exemple, un virus, c'est l'alibi parfait pour mettre un masque et pour contrôler socialement, en vous éloignant les uns des autres. Tout à l'heure, Marie-Fan nous a dit qu'il faut que l'on soit ensemble. Alors c'est exactement ce que fait nos gouvernants, c'est-à-dire l'image inverse. Nous ne nous créons pas collectivement, nous nous distordons collectivement. Et ce contrôle social, pour nous amener à quoi? Ce dont je disais ce matin avec un certain humour, la bonne blague, la démocratie sanitaire, vous enlevez hémocratie et vous mettez dictature à la place. Troisième point, donc on va continuer sur le deuxième point, faire des débats d'opinion. Alors, où sont les faits? Quand vous faites un débat d'opinion, vous regardez à la télé des gens qui causent. Alors quand vous écoutez les gens qui causent, vous dites, pensez, d'où viennent ce qu'ils nous disent? Et d'où viennent ces gens-là? Et quel est le background? Pourquoi sont-ils là à la télé de nous causer? Car on voit plein de spécialistes qui n'en sont pas, nous parler de choses dont ils ne sont pas spécialistes. Donc on va se poser la question, mais pourquoi donc sont-ils là? Et c'est pour ça que je vous ai déclaré au début mes conflits d'intérêts, mes liens d'intérêts, ce que ne font pas mes collègues, mes grands professeurs
métropolitains qui passent à la télé et qui se targuent de spécialisations qui ne sont même pas reconnues par le Conseil national de l'ordre. On croit et donc on ne vérifie pas. On vous distrait. Sartre disait « Nous n'avons jamais été aussi libres que pendant l'occupation allemande ». Vous vous rendez compte le paradoxe? Eh bien, je pense qu'on est à peu près dans le même ordre d'idée. L'homme, l'humanité, se soumet régulièrement et universellement à 4 grands fantasmes. Le premier, c'est l'intérêt matériel immédiat. Oui, on veut gagner de l'argent, oui, on veut vivre confortablement, avoir une belle maison, bref, vivre. Enfin, croyant que l'enrichissement, c'est l'épanouissement. Deuxième grand fantasme, la peur. D'où l'installation d'une sécurité et de normes. L'homme a besoin de sécurité et de normes pour ne pas avoir peur. Il a besoin d'une maison solide, il a besoin d'être à l'abri des cyclones, il a besoin d'avoir une voiture fiable. Troisième grand fantasme, l'érotisation. Car en effet, nous ne pouvons pas vivre sans nous reproduire, ou au moins sans avoir le plaisir de la chair, le plaisir de la consommation sexuelle. Car en fait, la finalité, vous l'avez bien compris, c'est la reproduction de l'espèce, même si c'est inconscient, de manière inconsciente que nous le percevons. Quatrième et dernier point, l'agressivité. L'homme est un mammifère agressif, beaucoup plus agressif que la plupart des mammifères qui ont une réputation d'agressivité, comme les grands fauves par exemple. Car les grands fauves chassent uniquement pour manger, l'homme il est capable de chasser, de tuer, bien au-delà des raisons de survivance de l'espèce. Et ceci a été décrit par un mot un peu valise, un mot fourre-tout, par un sénateur américain qui s'appelle Brzezinski, qui est un démocrate et qui a appartenu à la trilatérale. Est-ce que vous savez ce que c'est que la trilatérale? Alors la trilatérale, c'est un peu comme Bilderberg, c'est, si vous voulez, une entité de gens riches qui se regroupent et essayent de théoriser le monde et de le mener à leur baguette. Donc Bilderberg, c'est un peu la même chose. En France, on a le dîner du siècle, enfin bref, on a toutes ces sortes de choses. Eh bien, le mot valise que M. Brzezinski a inventé, c'est le tititainment. Tititainment par tit, pour le sein, l'érotisation, et tainment pour entertainment. Donc, on vous a donné à téter. C'est exactement ce que veut dire ce mot. Vient le troisième point. Il y en a 10 au total, hein, donc ça va aller assez vite. Troisième point très rapide, c'est la dégradation progressive. Car en effet, si brutalement on vous imposait un confinement comme ça du jour au lendemain, jamais vous n'auriez accepté ça. Il a fallu vous préparer à la chose, et cette dégradation progressive est là pour ça. Car le peuple est en fait un peuple oublieux. Il oublie ce qui s'est passé précédemment. Ça m'arrive souvent, moi, dans mes discours, dans mes conférences, de rappeler ce qui s'est passé au mois de février, au mois de mars, y compris à La Réunion. On pourra en causer tout à l'heure. Quatrièmement, la stratégie du différé. Ce qui paraît important à nos yeux, donc l'un des 4 fantasmes tout à l'heure, c'est l'assistance économique, la sûreté économique. Eh bien, on va dire, l'économie, c'est pour plus tard. Donc on diffère le problème, et on sait très bien, si on réfléchit bien, que le plus tard n'arrivera jamais. Cinquièmement, s'adresser au public comme à un enfant en bas âge. Ce qui vous arrive, c'est de votre faute. Si on a un virus, c'est parce que vous n'êtes pas bien protégé. Si la pandémie se répand, c'est parce que vous n'avez pas obéi aux gouvernants. Et nous, les gouvernants, nous savons ce qui est bon pour vous, et nous allons vous dire ce qu'il faut faire, et si vous ne le faites pas, comme vous êtes des enfants gâtés, vous allez être punis. Sixièmement, s'adresser à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Ainsi, à force de connaître tout sur rien, on finit par ne rien connaître du tout sur tout. Et donc, de ce fait, on vit dans l'émotion, on vit dans la politique de la vidange du cerveau pour ne laisser en place que les affects émotionnels et laisser tomber tout ce qui doit être de l'ordre de la réflexion. Donner un sens à la vie disparaît. On vous interroge. Quel sens à la vie? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Huitièmement, se complaire dans la médiocrité. Alors là, je fais appel à votre imagination. Je vais décrire comme ça dans votre esprit une pyramide qu'on appelle la pyramide de Maslow, M-A-S-L-O-W, où à la première étape, à la base, vous avez les besoins physiologiques. Se manger,
se nourrir, donc, boire et copuler. Ça, c'est les besoins physiologiques auxquels tout le monde a encore accès, et encore heureux. Un étage au-dessus, les besoins sécuritaires, donc se prémunir de la peur. C'est l'emploi, c'est un environnement stable et prévisible, et là déjà, ça commence, vous avez bien senti que ça commence à flancher un peu. Troisièmement, c'est l'appartenance à notre espèce, l'appartenance à l'humanité. Et là, le masque nous met en distanciation. On a l'impression de se mettre à distance, à l'écart. Or, nous sommes un mammifère sociable et nous nous mettons à l'écart les uns des autres, ou on nous met à l'écart les uns des autres. Ce qui fait que les affections des autres, l'amour, qui fait l'unité de l'humanité, est en train de disparaître progressivement. Philippe l'a dit tout à l'heure, quel affect aura le bébé s'il ne voit sa mère ou son père qu'à travers un demi-visage? L'information des yeux est certes capitale, mais l'information de la bouche est aussi essentielle. L'étage suivant, c'est l'estime de soi. Alors là, je peux vous dire qu'elle est très loin derrière nous. Donc c'est la reconnaissance et l'appréciation des autres. Donc dans le cas, on peut la décrire d'une autre manière. Boris Cyrulnik nous dirait c'est l'empathie. Et enfin l'étage ultime auquel Marie a aspiré tout à l'heure en disant retrouvons notre force collective, eh bien c'est l'accomplissement de soi, personnellement et collectivement. 9e point, remplacer la colère par la culpabilité, car ce n'est pas pratique un peuple qui est en colère. Il faut donc le culpabiliser. Et enfin, dernier point, connaître le peuple mieux que lui-même. On n'aime pas le changement, les nouvelles normes, il faut un choc. Naomi Klein nous en a parlé tout à l'heure. Il faut disloquer le groupe et on ne se positionne alors que lorsqu'on aura perdu toutes nos valeurs et en particulier toutes nos libertés, lorsque la démocratie aura disparu. Eh bien, il y a quand même des outils avec lesquels on peut se prémunir avant d'en arriver à ces extrêmes, et pourtant on y va. Ces outils, c'est premièrement, simple, arrêter l'infobésité, arrêter la télé, arrêter les smartphones. Écoutez, vous, entre vous, et écoutez c'est un jugement de valeur. Écoutez ce qui vous paraît être de nature à mieux vous renseigner que la télé dont vous savez parfaitement qu'elle est aux ordres et qu'elle ne répondra pas à vos attentes. Le deuxième point, c'est regarder d'où partent les informations et qui vous parle, dont j'en ai parlé tout à l'heure. Quelle posture et quel conflit d'intérêts ont-ils? Le troisième point, c'est avoir une sagesse contextuelle, reprendre contact avec le réel, vouloir voir plutôt que percevoir, porter un discours alternatif, celui que je vous porte en ce moment, risque de vous mettre au banc de la société. On préfère en effet la parité, c'est-à-dire rester avec nos pairs, plutôt que la vérité. Les masques dans l'espace public et à l'école ne servent à rien, je le répète, ne servent à rien. Ils sont traumatisants pour les enfants et pour notre espèce. Quatrièmement, refusez les mots mûrs qui vous catégorisent et vous mettent à part. Rassuriste, extrémiste, complotiste, et j'en passe. Cinquième et dernier point, pour nous médecins, rouvrir le débat scientifique. En effet, d'où viennent les données? Nous sommes là pour dire d'où viennent les données, ne pas écouter bêtement ce que nous entendons à la télé. C'est aussi un peu l'objet de collectif Covid Médecins 974. On préconise des vaccins au motif qu'il n'y aurait pas de traitement efficace. Donc le but, c'est de faire en sorte qu'il n'y a pas de traitement efficace. Et Philippe nous a dit que demain, on aura peut-être quelques solutions. On a tout fait pour empêcher la preuve de l'efficacité de certains traitements, pour favoriser l'autorisation de mise sur le marché anticipée de certains vaccins pour lesquels nous n'avons absolument aucun recul et pour lesquels il y a eu des essais qui n'ont pas des essais et des mises sur le marché pour lesquels on n'a pas respecté les essais. C'est-à-dire que, donner un exemple, on traite les patients dans les EHPAD au-dessus de 85 ans, or les essais thérapeutiques n'ont jamais été faits au-dessus de 85 ans, ça n'a jamais dépassé 75 ans. Donc voilà le genre d'informations que vous n'aviez pas, que vous pouvez avoir et que vous auriez pu chercher par vous-même. C'est qu'on est en train de ne pas respecter l'éthique médicale au sens du code de Nuremberg ou au sens des sacrifiés de l'Alabama dont je parlais ce matin. Merci de votre attention.